Dans l'actualité des idées aujourd'hui, EHPAD, la vieillesse confinée. Depuis le début de l'épidémie, on sait les plus de 75 ans particulièrement vulnérables, psychologiquement et physiquement. Déjà séparés de la société, les pensionnaires des EHPAD n'ont pas échappé à la première vague du Covid. Au contraire, les maisons de retraite sont devenues des nids à virus. Il a fallu gérer et protéger. Alors les EHPAD se sont claquemurés. Visites interdites, sorties limitées, l'isolement qui s'en est suivi des personnes âgées dépendantes a entraîné d'autres souffrances. Dans une vingtaine de minutes, on va prendre la direction du Loir-et-Cher pour un retour d'expérience, celui de Pierre Goibaud, directeur de l'EHPAD de Bracieux, où s'est rendu Emmanuel Macron en septembre dernier, promettant un accompagnement des responsables d'établissement. Ils se sont sentis bien seuls pendant la première vague, pendant le premier confinement. Notre invité peut en témoigner. Il est réalisateur. Il a tourné son film, de fin mars à fin juin l'année dernière, au cœur d'un EHPAD parisien frappé par le Covid-19. Le documentariste Éric Guéret, auteur de Vieillir enfermé, qui sera diffusé ce soir à 22h40 sur Arte et qui est déjà en ligne sur arte.tv, est notre invité. Bonjour Éric Guéret. Bonjour. Parfois je ne mets pas les informations dans le bon sens, mais on aura compris, le film est donc visible ce soir, 22h40 sur Arte, et on peut le voir déjà en ligne. Un coup de fil de l'extérieur. L'infirmière interrompt ses soins. Le monsieur, un résident, prévient « c'est pas des bonnes nouvelles, le virus est arrivé ». Il dit ça à l'un de ses proches qui est au téléphone avec lui. Le virus est arrivé, il est là, comme un espèce d'ennemi extérieur qui a fait son entrée dans un endroit qu'on sent particulièrement fragile déjà. C'est une atmosphère très particulière que vous avez ressentie quand vous êtes allé filmer, notamment dans les premiers jours, dans cet EHPAD parisien. C'était très particulier puisque c'était le début de la première vague. On a tout de suite compris qu'il se passait des choses graves dans les EHPAD et c'est pour ça que j'ai eu envie d'y aller. L'hôpital était exposé, mais les EHPAD c'était beaucoup plus caché, beaucoup plus diffus. Et effectivement, le virus est rentré et ça a été dans certains EHPAD un carnage. Dans l'EHPAD où j'ai filmé moi, dans le 14e arrondissement, un tiers des résidents sont tombés malades et il y a eu 10% de décès, c'est-à-dire 12 décès sur 120 personnes. Mais le problème, c'est que c'est arrivé très très vite et les gens sont décédés en quelques semaines. Moi, quand je suis arrivé, il y a eu 4 décès dans le week-end et les équipes n'étaient pas du tout préparées à ça. Il faut ajouter à ça qu'en fait, en une semaine, la moitié du personnel soignant s'est trouvé absent. Une partie du personnel était malade, les autres étaient cas contact ou devaient s'occuper de leurs proches avec des proches fragiles. Donc voilà, la moitié du personnel absent, un tiers des résidents malades et les décès qui s'enchaînent. Effectivement, ça met une ambiance assez particulière. D'autant qu'on ne savait pas exactement à quoi s'en tenir, encore dans ces premiers jours, dans ces premières semaines, tous, partout, je veux dire à l'intérieur des EHPAD, mais même dans le reste de la société. À l'époque aussi, il n'y avait pas de masque, pas de traitement, pas de vaccin. On n'était pas prêts, d'ailleurs. C'est les premières paroles des soignants, unanimes sur ce point-là devant votre caméra. Oui, alors moi, quand j'ai commencé à filmer, il y avait des masques. Les masques étaient arrivés, mais effectivement, au tout début, en mars, alors que les résidents n'étaient pas encore tombés malades, on n'avait pas encore identifié les malades. Effectivement, il y a eu un moment où le personnel a commencé à mettre des masques et il y avait un peu une injonction nationale de ne pas encore les mettre. Déjà, il fallait les économiser. Et puis, on disait que ça servait à rien. Et puis, Monsieur Salomon disait que ce n'était pas un sujet, les masques, aujourd'hui. Et alors qu'ils ont commencé à les mettre, on leur a demandé de ne pas les mettre. Et ça, c'est vrai que les soignants en ont beaucoup voulu. Et puis, ils sont tombés malades parce que clairement, ça a permis au virus d'accélérer sa diffusion dans l'EHPAD. Et puis, les personnes âgées sont tombées malades. C'est les soignants qui ont apporté le virus. Donc, en plus, ils portaient en eux la culpabilité d'avoir été les agents contaminants, j'ai envie de dire. Oui, puis on sent qu'il y a eu des allers-retours aussi après entre les soignants et les patients dans les contaminations, une fois que le virus était là. Une fois que le virus est là, après il se diffuse, mais le virus est clairement rentré par les soignants et pour eux, ça a été aussi très difficile de l'accepter. Alors il est là, ce virus, il est entré et dans son sillon invisible, les tests positifs qui se multiplient. Éric Guéret, vous les évoquiez, les premiers décès Covid aussi. Les gestes très vite vont changer. La première réaction des soignants, des cadres de santé, c'est isoler pour protéger. Madame Bénichou. Oui, j'écoute.
Vous n'avez pas de symptômes, vous n'avez pas eu de température, vous ne toussez pas. J'ai jamais de température. Voilà. Par contre, il va falloir rester dans votre chambre. Combien de temps? Au moins 14 jours, là. Ce qu'il faut, c'est que nous, on doit protéger les Je peux autres. quand même me mettre là ou Non. Non plus. Vous Ah avez... bah, ça va être agréable. Madame Bénichou, Ça va être agréable. vous avez la chance d'avoir une très belle chambre. Elle est grande. Mais Vous avez oui, une grande chambre? avec des belles plantes. Oui, la plante, c'est moi. Bah aussi. Aussi. C'est collectif. Tu m'as mis chez ma porte ouverte, oui? Non. Non. Ah si. Ah, moi, j'ai tout. Voilà, raison, il faut se défendre aussi dans ces moments-là. Mais c'est vrai que ce moment qui ouvre le documentaire Éric Guéret, il est assez poignant parce qu'on voit ces personnes âgées déjà isolées, juste dans un couloir en fait de l'EHPAD, de la maison de retraite, devoir en plus se retrancher dans leur chambre avec ces portes qui devraient être fermées pour éviter que le virus ne circule. Mais là, c'est vraiment un enfermement et la perspective de ce nouvel enfermement ou de cet enfermement dans l'enfermement, on sent que ça crée une angoisse particulièrement forte chez eux. Hein. En fait, c'est horrible pour tout le monde. C'est horrible pour la directrice, Anita Rossi, qui doit aller leur demander de s'enfermer, pour le médecin qui est là, et puis aussi pour les résidents, parce qu'en fait, finalement, personne n'a envie de ça. Mais il faut se remettre dans le contexte. Début avril, c'est la meilleure solution qui a été trouvée. Voilà, les gens ils ont pu tester tous les résidents, heureusement. Donc ils ont eu les résultats. Il y a des personnes qui sont contaminées dans un étage où d'autres ne le sont pas. Tout le monde circule. Il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs morts par semaine. Il faut enfermer tout le monde au plus vite. Voilà, donc ça a été très compliqué. Et effectivement, tout de suite, cette notion de l'enfermement a pesé sur tout le monde. Et puis les personnes âgées, elles ont beaucoup de difficultés à ce qu'on change leurs habitudes et leur demander tout d'un coup de même plus sortir dans le couloir, de même plus ouvrir la porte. Bon voilà, pour beaucoup, elles ne l'ont pas tellement respecté d'ailleurs. Hein. Et finalement a été appliquée une deuxième solution qui a été hyper positive, hyper efficace, c'est qu'ils ont sectorisé, ils ont regroupé des étages où les résidents, dans lesquels ils ont mis les résidents qui étaient infectés et des étages où les gens étaient sains. Et pour le coup, ça a bien fonctionné. Mais on comprend cette résistance aussi, on le voit tout de suite, déjà très peu de contact avec l'extérieur, des personnes suffisamment ou déjà si dépendantes que le champ des possibles s'est déjà franchement rétréci, peu de possibilités de sortie, peu de possibilités d'activité aussi, et donc se retrouvant enfermées dans leur chambre ou dans leur couloir, elles se retrouvent du même coup privées d'interaction avec les autres résidents. Cette mesure, comment elle a été expliquée? Comment elle a été formulée aux pensionnaires, aux résidents à ce moment-là? Elle a été expliquée comme une injonction, un peu comme quand on a confiné la France entière. Hein. Il n'y a pas le choix, il faut le faire. Et comme le dit très bien Anita dans cette séquence, il faut protéger les autres, vous êtes dangereux pour les autres, donc il faut vous confiner. Donc la seule explication, elle est là, mais en fait... Comment sont expliquées toutes les mesures prises par le gouvernement depuis le début de cette crise? Voilà, juste, il faut protéger, il faut s'en sortir. Voilà, et d'ailleurs souvent un peu à l'encontre du droit. Hein. Je ne sais pas s'il y a des juristes qui se sont penchés dessus. Mais enfermer des personnes âgées dans leur chambre dans un EHPAD, je ne pense pas que c'était légal. Voilà. Mais en même temps, à cette époque-là, c'était la meilleure solution. C'était la seule, en tout cas, qui apparaissait. Ne fermez pas la porte, j'ai peur, je ne peux pas rester là enfermée toute la journée, dit l'une aussi devant votre caméra. On voit l'inquiétude s'installer, l'angoisse pour certains. Est-ce qu'on commence aujourd'hui à mesurer, sur la durée, d'après vous, l'impact psychologique aussi de ce confinement pour eux, pour les personnes âgées, pour les pensionnaires de ces EHPAD? En fait, ça a été mesuré très rapidement, puisque au départ, les personnes n'avaient pas le droit de visiter leur famille. Donc les visites ont été interdites dans les EHPAD. Mais on s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui en décédaient. Ça s'appelle le syndrome de glissement, c'est-à-dire qu'une personne âgée, si vous arrêtez tout à coup de lui rendre visite et qu'elle se retrouve seule, elle peut en mourir. Et donc, face à ce syndrome de glissement et puis au décès qu'il a engendré, le Premier ministre a finalement réautorisé les visites dans les EHPAD. Alors là, ça s'est fait aussi de manière très, très diverse en fonction des endroits. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque directeur d'EHPAD a un peu géré la crise comme il a pu. Là, moi, je trouve que l'EHPAD où j'ai tourné, ça a été géré au mieux, c'est-à-dire que
La directrice, par exemple, n'a pas appliqué des mesures qui lui ont été imposées. Elle a eu ce courage, je trouve, parce que c'est quelqu'un qui a de l'humanité. Et les personnes qui étaient en fin de vie ont pu quand même être visitées par leur famille, ce qui a été interdit dans bien des endroits et c'était totalement inacceptable. Et ça dès le début, parce que c'est vrai que dans beaucoup d'EHPAD ou de maisons de retraite, les familles ont été privées de visite. Les portes n'ont jamais été totalement fermées. Les entrées ont été limitées, les entrées-sorties, on imagine, pour freiner les contaminations, mais pas totalement fermées. Non, pas là où moi j'ai tourné, mais dans plein d'autres EHPAD, ça s'est passé comme ça. Et aujourd'hui, voilà, ça a créé des traumatismes dans les familles qui ne sont pas encore réparés. Là, les visites ont été réautorisées. Et les personnes pouvaient monter dans les chambres. Il y a beaucoup d'endroits où on avait le droit de voir ses proches à travers une vitre en plexiglas à 2 mètres. Enfin, c'était pareil, totalement inadmissible aussi. Là, je pense que ça a été mieux géré. Les personnes pouvaient rendre visite un par un, en s'habillant, en se protégeant. Alors, c'est du temps, c'est de l'accompagnement, c'est des moyens. Mais vous pouvez quand même aller voir votre parent dans sa chambre. Voilà, aller passer un moment avec lui dans le jardin. Voilà, donc ça a été géré au mieux, mais chacun a fait comme il a senti. Voilà. Et au milieu de tout ça, il y a eu des choses pas terribles. C'est-à-dire ? C'est-à-dire des enfermements prolongés, c'est-à-dire des droits de visite à distance sans contact physique, c'est-à-dire un isolement des personnes mourantes sans accompagnement de leurs proches. Enfin voilà, ça a été horrible. Et une perte d'envie de vivre, de ce goût-là aussi pour beaucoup, quand tout semble se rétrécir. Il y a l'un des résidents qui devient un personnage de votre film, Éric Guéret, Vieillir enfermé, qui est particulièrement touchant. C'est un lecteur de Camus. Au début, il se tient plutôt droit. Et puis, le temps passe et il tombe malade. On l'écoute. J'ai toutes les peines du monde à respirer. Je sais. Je demande une chose. Je dis pourvu que ça soit cette nuit que je puisse mourir. Je demande à mourir. À ce point, Oui. vous aimeriez que ça se termine, là? Je voudrais que ma vie se termine parce que je dis, au fond de moi-même, j'ai 92 ans. Bon, j'ai eu la chance dans ma vie jusqu'à 80 ans, si vous voulez. Nous, on sera à vos côtés pour vous aider à finir votre vie. On sera à côté de vous. J'ai peur, c'est pour Paulette. Paulette, on sera là pour elle. Ouais. Donc même si vous n'étiez plus là, on s'en occupera de Paulette. Ouais. Qui est Paulette ? Paulette, c'est sa femme, la femme de Monsieur Jean. Monsieur Jean qui va bien aujourd'hui. C'est vrai qu'on craignait quand même fortement pour sa santé puisqu'il a été malade du Covid, qu'il a fait un Covid assez fort. Et puis finalement, il s'en est remis. On voit à la fin du film qu'il fait sa rééducation et il va bien. Voilà, c'est un homme qui demandait à mourir tellement il a été atteint. Et puis voilà, il a fait une dépression aussi. Je pense que le Covid, ça cogne très très fort. Et par rapport au retour des visites, il y a une autre séquence du film où son fils peut lui rendre visite. Et donc il s'habille, il monte dans la chambre. Leur rencontre commence où Monsieur Jean explique à son fils qu'il a envie de mourir, qu'il demande à mourir. Bon, le fils est un peu affecté. Et puis il fait un live avec sa petite fille au téléphone. Et Monsieur Jean peut parler quelques minutes avec sa petite fille au téléphone. Et à la fin de la séquence, c'est plus le même homme. Il dit aujourd'hui ça allait pas, mais quand on se reverra, ça ira. Je t'embrasse. En quelques minutes d'échange familial, il avait envie de se battre, il avait envie de vivre, il se reprojetait dans l'avenir, ce qu'il faisait plus avant. Et voilà, c'est ça aussi le syndrome de glissement. C'est-à-dire qu'avoir coupé les personnes âgées de leur famille et des visites, on ne s'est pas rendu compte à quel point c'était mortifère, quoi. Vieillir enfermé, votre documentaire porte bien son titre, justement, cet enfermement dans l'enfermement ou ce confinement dans l'enfermement déjà aussi. Vous avez évoqué quand même à travers ce récit de ce que vous avez pu voir ou entendre, cette idée déjà des principes un peu éthiques qui devraient aussi gouverner
filmé ces moments-là. Emmanuel Hirsch en parle bien, il était venu en parler d'ailleurs à ce micro, mais c'est vrai qu'on a parlé des pensionnaires encore assez peu, des cadres de santé, des personnels soignants aussi, qui sont remarquables dans votre film, Éric Guéret. Il y en a une qui entre avec beaucoup d'humanité dans la pièce, dans la chambre d'une résidente, qui tousse, et elle dit, Marie-France, la kinésithérapeute, c'est un peu la dame aux camélias ici. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ne perdent pas leur humour dans ces moments-là. On sent que l'humour est aussi une force de vie et que dans un moment où tout est si difficile, il faut remettre cette part d'humain et aussi cette part de douceur dans les relations avec les pensionnaires. Il ne faut surtout pas la perdre. En fait, ce qui était formidable à constater, c'est la solidarité énorme qu'il y a eu pendant cette période. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la moitié du personnel est tombé absent. Mais la directrice, Anita, a décroché son téléphone et elle a appelé des renforts. Et, par exemple, les crèches étaient fermées, donc il y a des auxiliaires de puériculture qui sont venus, qui étaient des filles formidables, qui ont fait un boulot incroyable. Il y a des renforts kinés, il y a des écoles d'infirmières qui ont envoyé des élèves infirmières. Et finalement, on a vu débarquer à l'EHPAD tout un tas de personnes qui connaissaient absolument rien au grand âge, qui se sont retroussées les manches. Et tous ensemble, ils ont fait tourner la boutique. Et ça, c'était un très bel élan de solidarité. Et puis au-delà de ça, c'est vrai que le personnel des EHPAD, moi j'ai une tendresse infinie pour eux parce que c'est des boulots extrêmement difficiles. Franchement, être soignante dans un EHPAD, c'est un boulot. Ils ont beaucoup de résidents à charge, ils ne sont pas assez nombreux et ils n'ont rien lâché. Et personne ne lâche jamais rien. La psychologue Isabelle, comme son mari était fragile, elle a décidé de se confiner à l'EHPAD. Et plutôt que de rentrer chez elle, elle a lâché sa famille et elle est venue habiter à l'EHPAD pendant des mois pour ne pas lâcher les personnes âgées. Ils ont tous été là sur le pont. Et voilà, il y a ceux qu'on applaudit, mais les personnes des EHPAD, ce qu'il faut comprendre, c'est ils souffrent aussi d'une forme de sentiment de déclassement par rapport au personnel hospitalier. Parce qu'on applaudit les médecins, les aides-soignantes et les infirmières et tout le personnel hospitalier, mais on ne pense pas tellement à ceux des EHPAD qui font pourtant le même travail dans des conditions beaucoup plus difficiles. Voilà, et c'est des gens absolument remarquables. D'autant que le temps a été extrêmement chronométré pour eux dans cette période-là. On les voit en permanence débordés à devoir gérer aussi toutes ces situations. On voit cette soignante aussi au téléphone, tentant de garder le contact avec les familles, des familles qui veulent absolument monter, mais ce n'est pas le bon moment. Et à force de discuter, chaque minute compte aussi et il faut retourner s'occuper des pensionnaires. On voit aussi qu'ils sont peu, mais qu'ils continuent à sauvegarder ces moments d'échange entre eux, parce que cette solidarité-là, entre personnes des établissements, dans le personnel, les aide aussi à tenir. Et puis il y en a une autre, Nejma Batiki, qui est cadre de santé, qui raconte ses premiers morts au début du Covid. Elle raconte qu'à peine le temps de digérer la nouvelle, il faut passer à autre chose, il faut penser à la suite. Et elle a cette phrase, il y a une forme de déshumanisation qui nous reviendra en pleine gueule. Elle a raison, cette femme, de craindre l'après. Elle avait raison, le temps lui a donné raison. Bien sûr que le temps lui a donné raison. Je suis en ce moment en tournage à l'hôpital et je constate la même chose dans le personnel hospitalier que pour les EHPAD, c'est que les gens restent très traumatisés par la première vague. Je pense qu'on a du mal à comprendre ce que ça a pu être pour tous ces personnes qui ont pris surtout la première vague en pleine face, qui ont vu mourir des gens à l'appel, qui se sont sentis impuissants, faisant juste ce qu'ils pouvaient. Et puis voilà, ça fait aussi ressortir, cette douleur en fait ressortir d'autres. Il ne faut pas oublier que pendant 1 an avant cette crise-là, il y a eu des grèves partout pour réclamer plus de moyens. Et on constate là, plus que jamais, un système fragile, un peu défaillant, qui repose essentiellement sur la bonne volonté, sur la générosité, sur l'engagement du personnel. Et ça, c'est remarquable. Et je pense que le film le montre assez bien. Un mot de la forme de ce documentaire, Éric Guéret, Vieillir enfermé, pas de voix off, tout se joue là-bas, sur place. Comment vous êtes-vous inséré dans la vie de cet établissement ? Déjà, est-ce que vous avez été autorisé à tout filmer ?
Alors j'ai été autorisé à tout filmer. Ce qui ne veut pas dire que vous avez tout montré. Peut-être là, il y a les choix du réalisateur qui peuvent intervenir. Oui, enfin si, j'ai montré ce que j'avais envie de montrer. Non, il n'y a eu aucune limite, à part l'autorisation des personnes. Et puis j'ai fait comme je fais dans tous mes films, ce que j'y passe beaucoup de temps. J'y suis allé tous les jours. Voilà, je passe beaucoup de temps. Et je dis toujours aux gens, je ne fais pas un film sur vous, je le fais avec vous. Et je pense qu'un documentaire en l'immersion, dans la proximité, c'est un travail de collaboration avec les gens qu'on filme. C'est un travail d'échange dans la confiance. Je vois avec eux jusqu'où ils ont envie d'aller, ce qu'ils ont envie de dire, là où ils n'ont pas envie d'aller. Et puis je respecte ça et on fait ça ensemble. Voilà. Et cette proximité, elle est possible justement parce qu'il y a ce contrat moral de construire le film ensemble et de raconter ensemble ce qu'ils ont envie de dire. Et leur réalité finalement. Au fond, l'histoire que vous racontez, c'est quoi ? Là, c'est l'histoire d'une crise, mais au-delà de ça, c'est aussi l'histoire des conditions de vie en EHPAD. Moi, j'ai été frappé par la crise, mais j'ai été encore plus frappé par la solitude. C'est un film aussi sur la solitude, sur le temps long. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans leur chambre... Alors, j'étais dans une période un peu particulière où il n'y avait pas d'animation, parce qu'on était en pleine crise et les animations étaient arrêtées. Mais même en dehors de ces moments où il y a quand même des animations, le temps est très très long dans les EHPAD. Il est rythmé par la visite des infirmières et des soins, il est rythmé par les repas, il est rythmé par les quelques animations qui se trouvent, et puis le reste du temps, on est dans sa chambre un peu seul face à soi-même. Donc c'est aussi un film sur ça, c'est une interrogation sur la fin de vie dans ces conditions, sur ces conditions d'enfermement, et qui interroge la manière dont on pourrait essayer de les rendre meilleures. Ça a changé aussi votre perception de la vieillesse ? Moi, je ne connaissais pas les EHPAD. Donc déjà, ça m'a informé sur ce que c'était qu'un EHPAD, sur ce que je voulais, sur ce que je ne voulais pas faire. Mais bon, même le médecin conseil qui était là m'a dit, moi, je ne voudrais jamais vieillir ici. Donc même les gens qui travaillent n'ont pas envie d'y terminer. Donc la vraie question, c'est comment on pourrait faire pour que cette vieillesse se passe au mieux, se passe dans l'échange, se passe dans le partage. On dit dans certains pays, un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Nous, on est dans une société où on mise tout sur la jeunesse. On mise sur le potentiel de travail, le potentiel de productivité, le potentiel de rendement d'une personne. Une fois qu'on est à la retraite, en fait, on n'est plus qu'une dépense. On n'utilise pas du tout ce potentiel-là. Donc je pense que de manière plus large, il y a peut-être aussi à réinterroger la manière dont on considère la vieillesse, comment on l'intègre. Des pays comme la Chine, par exemple, il y a 3 générations sous le même toit. Une génération qui travaille et la génération des anciens qui élèvent les enfants. Et ça fonctionne bien comme ça se fait beaucoup en Afrique comme ça aussi. Nous, pour 1000 raisons qu'on ne va pas détailler là, on ne peut pas faire ça. Donc on se retrouve avec des situations d'enfermement et de solitude qui sont racontées dans le film. Oui, un sentiment de ségrégation, disent beaucoup de témoignages dans ces périodes-là, d'isolement aussi. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas évoqué le cas de ces personnes dépendantes qui n'ont plus de famille, parce que ça, c'est aussi des situations qui se présentent, qui sont visitées par des bénévoles, qui donnent aussi de leur temps et de leur énergie, de leur envie pour être dans ce partage. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors là, ça s'était arrêté parce que la crise l'a arrêté, mais en fait, ce qu'il faut faire à l'avenir, la première chose à faire, c'est de faire rentrer la ville dans ces endroits-là, de faire rentrer des bénévoles, de permettre aux gens d'être visités par des volontaires, beaucoup plus que ça ne l'est. Voilà, il faut que l'EHPAD s'ouvre sur l'extérieur et que la ville rentre dans l'EHPAD. Pour l'instant, le discours, en tout cas celui du Conseil scientifique, c'est plutôt d'autres enfermements, de créer d'autres lieux clos, de vieillir confiné. Or, EHPAD, cette recommandation d'ailleurs a fait beaucoup réagir à la mi-janvier, après 1 an déjà de crise sanitaire. Les plus de 75 ans, mais aussi les plus de 65 ans, les seniors, comme on dit, n'apprécient pas ou n'ont pas forcément bien adhéré à cette idée de s'auto-confiner après l'avoir été par le gouvernement, comme nous tous, au printemps dernier. France Culture, il est 13h20. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Nous ne souhaitons pas collectivement
isoler à nouveau nos aînés. Tout faire pour éviter l'isolement des personnes âgées malgré le retour de l'épidémie. Le chef de l'État promet que la réponse radicale du printemps dernier dans les EHPAD n'est plus à l'ordre du jour. Jusqu'au bout et le maximum de temps possible, il faut permettre à nos concitoyens qui sont en EHPAD de continuer à avoir des interactions. Et vous, ça se passe bien ? Lors de sa visite dans cet EHPAD, à Bracieux dans le Loir-et-Cher, Emmanuel Macron a échangé avec des pensionnaires et des soignants de cet établissement. Avec nous, Pierre Goibaud au téléphone. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur de l'EHPAD de Bracieux dans le Loir-et-Cher où s'est rendu Emmanuel Macron en septembre dernier. On entendait à l'instant le président promettre aussi un accompagnement des responsables d'établissement, promettre aussi que le gouvernement, les autorités regarderaient de plus près ce qui se passe dans les EHPAD pour tenter de vous aider, de vous accompagner. Comment ça s'est passé depuis ? Est-ce que vous avez eu des nouvelles, des retours depuis septembre et le passage du chef de l'État dans vos locaux ? Oui, on continue de travailler avec eux parce qu'en fait, ce qui se joue, est-ce que par rapport à ce que disait votre intervenant précédent, la question, c'est pas seulement la question d'une crise sanitaire, c'est une question des crises de nos humanités et les EHPAD sont devenus le reflet de cette crise de nos humanités en période de crise sanitaire. Et quand le président de la République est venu, il a pu voir que dans les EHPAD, on peut, dès lors qu'on crée cette dynamique d'ouverture de l'EHPAD sur son territoire, faire en sorte que la citoyenneté de nos résidents, l'accès à leurs droits soit effectif, et que pour ça, on n'a pas toujours besoin de modus operandi du ministère, et qu'il s'agit avant tout d'organiser le débat démocratique dans nos établissements. En ce sens, on a fait en sorte de pouvoir, et bien avant la venue du président de la République d'ailleurs, mais ça devient un sujet fondamental. Je rappelle qu'hier, il y a eu quelque chose de très important qui s'est passé. Il y a eu une remise de rapport sur l'éthique dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et comment on l'organise. Parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est d'éthique. C'est d'accès aux droits et c'est de citoyenneté. Le président de la République, quand il est venu, c'est de se dire « n'enfermons pas les gens, ayons une approche raisonnée ». Il convient de le faire au cas par cas, en fonction de la situation épidémique de l'établissement et du territoire d'une part, et puis la façon dont on organise le dialogue. Ce qui est sûr, et votre intervenant précédent l'a très bien dit, dans trop d'endroits, ce débat démocratique n'a pas eu lieu. Mais pas par manque d'envie, mais par manque de connaissances, par manque de formation, et puis par peur. Il doit se jouer à quelle échelle le débat démocratique ? Il doit se jouer à l'intérieur de chaque établissement ou au niveau du pays ? Il existe un Parce que c'est quand même aussi une question qui nous concerne tous. Bien sûr, et qui concerne avant tout tous les citoyens et qui ne concerne pas les EHPAD exclusivement. Je suis bien d'accord avec vous. La question aujourd'hui que vous évoquez, votre intervenant dit quelque chose de fondamental. Les EHPAD sont le seul lieu en France de privation de la liberté qui ne soit pas soumis à l'autorité d'un juge. Et que ça, c'est vrai dans les unités Alzheimer, nulle part. En psychiatrie, aujourd'hui, les juges de liberté contrôlent la privation partielle de liberté des patients. Nous, on demande aujourd'hui dans les établissements qu'on puisse faire l'objet d'un débat démocratique. Au contraire, c'est un enjeu de citoyenneté, c'est un enjeu de dignité humaine. Et que pour ça, on a déjà aussi des espaces qui sont sous-utilisés, qui sont les conseils de la vie sociale, sur lesquels on doit pouvoir créer un véritable statut de l'usage du résident et de son représentant. C'est un peu une dent creuse, paradoxalement, du système. À l'hôpital, aujourd'hui, les représentants des usagers ont un statut et on voit au chapitre, dans la gouvernance des établissements. Aujourd'hui, on est plusieurs à penser et de plus en plus à le dire, avec les familles, on doit véritablement faire évoluer le statut du représentant de famille et représentant des résidents pour que le conseil de la vie sociale, sous forme de conseil municipal de nos EHPAD, ait une voix prépondérante dans la gouvernance de nos établissements pour faire en sorte que, avant toute chose, nos établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, cet acronyme barbare qui s'éloigne de l'arrêté de nos missions, qui sont d'accompagner la vie jusqu'au bout de la vie. Et c'est ça qui est fondamental. C'est qu'à partir du moment où on a créé les EHPAD, on l'a éloigné du besoin d'accompagnement de nos résidents, c'est-à-dire des personnes les plus vulnérables de notre société. Il y a eu des cas en France, effectivement, qui ne sont des endroits où il y a eu de l'ostracisation, de privation de liberté, mais avant tout, il y a eu une envie de vivre et de partager. Et si aujourd'hui, on peut utiliser cette crise sanitaire comme une occasion de réenchanter ces solidarités, de se dire qu'il n'y a pas un espace de la République qui s'éloigne du respect du droit, eh bien c'est ça qui est fondamental. Moi, en tant que directeur d'EHPAD aujourd'hui, mon métier, ce n'est pas d'héberger des personnes âgées dépendantes, c'est d'accompagner les âgés, les plus vulnérables d'entre nous, dans leur parcours de vie et de citoyenneté. C'est de faire en sorte, et ça a été très bien dit tout à l'heure, que le territoire tout entier s'approprie nos maisons
parce que ça sera demain les nôtres, et que notre métier, c'est pas seulement d'héberger des personnes âgées dépendantes, c'est d'être une main tendue pour celles et ceux qui, à un moment dans leur vie, ont besoin d'aide. Pierre Gouabeau, vous êtes un jeune directeur d'établissement, vous êtes arrivé là, vous avez pris la direction de cette EHPAD de Bracieux quand ? Je l'ai pris il y a 3 ans et maintenant je dirige 3 établissements. Il y a un 4e depuis aujourd'hui d'ailleurs. Mais on a fait en sorte justement d'être en proximité dans nos territoires. On a construit toute une équipe où notre priorité, c'est de remettre le dialogue avec les familles, avec nos résidents, avec nos personnels, pour qu'ensemble nous trouvions des solutions. J'entends, vous venez de le dire. Non, juste j'ai une question, pardon. Vous avez connu l'avant, vous avez connu le pendant. Oui. Je ne sais pas comment ça s'est passé d'ailleurs directement dans votre établissement. Eh bien, cette crise sanitaire, cette épidémie. Alors, je vais répondre très simplement. Depuis 3 ans, je n'ai pas attendu la crise avec mes équipes pour se dire qu'il faut absolument qu'on remette le débat démocratique et de la gouvernance au cœur de nos établissements. Et c'est ça qui nous a permis de gérer la crise, parce que on a réuni 19 fois le Conseil de la vie sociale en 2020 dans nos 3 établissements. Ensemble, les représentants des familles, on a utilisé les technologies modernes, la visioconférence, tout ce qu'il fallait, mais on a organisé le débat démocratique. C'est-à-dire que c'est possible. Et chaque décision structurante qui concerne les relations entre les résidents et leurs familles, c'est-à-dire les visites, la vaccination, le fonctionnement de l'établissement, est-ce qu'il faut de l'animation 7 jours sur 7, passer 7 jours sur 7, de quelle heure à quelle heure, ainsi de suite. Tout a été pris collégialement ensemble. Alors justement, au niveau des vaccinations, comment ça se passe ? Emmanuel Macron disait hier que dans un mois, 80% des pensionnaires des EHPAD qui le souhaitent auront été vaccinés, soit environ 500 000 personnes. Est-ce que chez vous, la vaccination va bon train ? Est-ce que les résidents le souhaitent ? Est-ce que ça va vous protéger d'une prochaine vague ? Alors déjà, 95% de nos résidents sont aujourd'hui vaccinés sur nos 3 établissements. Première chose, c'est-à-dire que depuis décembre, nous on dit c'est faux quand les gens ne se feront pas vacciner, ils voudront se faire vacciner. Nous n'avons pas eu de problème aujourd'hui d'accès aux doses pour les résidents en EHPAD. 1. Mais deuxième sujet, ce que je dis aussi, c'est qu'un de mes EHPAD, l'EHPAD de Bracieux, a été très touché par le Covid, puisque 68 des 80 résidents ont eu le Covid. Nous avons eu à déplorer 7 morts, c'est-à-dire 10% des gens malades, globalement. On a vécu, et je l'ai vécu intimement, dans ma chair, de ce que ça peut être d'absence de rituels de fin de vie quand les résidents et les familles n'ont pas pu être accompagnés leurs proches. Ce n'est pas le directeur qui parle, c'est avant tout nous tous qui sommes touchés dans notre chair. Aujourd'hui, la vaccination, ça a fait l'objet d'un débat démocratique avec les résidents, avec les personnels, avec les familles. Et 95% des résidents sont vaccinés et 60% des professionnels sont vaccinés. Et on va continuer encore à le faire. Et qu'est-ce qu'on a décidé la semaine dernière avec les 3 représentants, les 3 conseils de vie sociale de nos EHPAD ? En un mot. C'est quoi le monde d'après la vaccination ? Comment on reprend ? Nous avons fait le choix aujourd'hui qu'ensemble, 2 semaines après la 2e injection, parce qu'il faut avoir aussi un peu de preuves, on sait que la couverture immunitaire elle est idéale à partir de 2 semaines après la 2e injection, les familles puissent revenir librement, sans rendez-vous, voir les leurs. Merci pour cette bonne nouvelle de fin, cette décision que vous avez prise. Merci Pierre Gouabeau, merci beaucoup. Le dernier mot avec vous, Éric Guéret, on doit se quitter dans 15 secondes. Je rappelle que Vieillir enfermé sera diffusé ce soir sur 22h40. À l'écoute de ce que disait Pierre Gouabeau, vous vouliez réagir ? Moi, juste une chose, c'est qu'effectivement la démocratie c'est une chose, mais il ne faut pas oublier les problèmes de moyens. Il y a un truc très important qui est dit dans ce film. La kiné nous dit, il y a 10 ans on était 6, aujourd'hui on est 2. Je suis obligé de sélectionner les patients que je soigne parce que je n'ai pas les moyens de soigner tout le monde. La psychologue est à mi-temps et la socio-esthéticienne vient à peine 1 jour par mois. Voilà, problème du tri et du manque de moyens que vous retrouvez, on imagine, dans votre nouveau documentaire à l'hôpital aussi. Un manque de moyens terrible. Merci beaucoup à vous, Éric Guéret, d'avoir été avec nous. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Jean Bulot, avec Laura Dutèche-Pérez et avec Cathy Renaud pour La Grande Table des idées aujourd'hui, à Madeleine Martineux, avec Henri Leblanc et Oriane Delagroix. Un énorme merci à Henri Leblanc qui a permis cette rencontre avec John Carpenter aujourd'hui, réalisée par Thomas Beau, avec Clément Daté à la technique et Audrey Guélil qui était avec nous aujourd'hui. Très bel après-midi à tous sur France Culture.